Donc bonjour à tous. Merci de vous être connectés sur cette petite heure de présentation. L'idée est de vous présenter la spécialisation postgraduate industrie digitale et intelligence artificielle qui se lance en septembre entre Arts et Métiers et DSTI. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter tous les deux. On va vous présenter le programme, les objectifs du programme. On pourra aussi, après, si ça vous intéresse, vous présenter le calendrier et les cours qui y a à l'intérieur. L'idée, c'est pas de vous parler pendant une heure, hein, c'est de faire une présentation un peu courte et après de répondre à vos questions, si vous en avez, si vous voulez avoir plus d'infos, voilà. De ne pas hésiter à nous les poser. Donc, je commence, Emmanuelle Abissé-Chavannes, je suis enseignante-chercheuse sur le campus de Bordeaux, donc à l'ENSAM. Je travaille, enfin, en enseignement, je suis plutôt méca, on va dire, en première et deuxième année. Voilà, je m'occupe de ce programme qui a été monté et qui va être lancé. L'idée étant de vous apporter une couche supplémentaire à la fin de votre troisième année sur de l'IA pour que vous rajoutiez un peu quelque chose à votre CV et pour ensuite pouvoir postuler sur des postes plus orientés data. Merci Emmanuel. Donc Sébastien Corniglion, je suis le directeur général et un des cofondateurs de DSTI School of Engineering qui opère d'ici à quelques mois, depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc on est une école d'application, historiquement, une école de spécialisation, notamment sur des populations typiques d'ingénieurs de l'industrie, en complément de connaissances et savoir-faire sur la chaîne de valeur des différents métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, data science, data engineering, data analytics, cybersécurité derrière qui englobe un peu tout ça. Et donc, je co-dirige ce programme avec Emmanuel, évidemment, sur la partie data, IA, informatique. Je suis informaticien de formation. On ne s'appelait pas comme ça, mais plutôt donc, data engineer, ingénieur de la donnée. Et on pourra aborder ces sujets-là dans la présentation. Merci à tous encore d'être présents. Et je passe sur le contenu. Alors, c'est un paysage, hein, mais les grandes lignes de ce contenu. Donc, pareil, je te laisse, Emmanuel, la primeur côté, notamment côté NSAM, mais globalement également. Ouais, alors du coup, hein, pourquoi on a créé ce programme? Globalement, enfin moi de mon côté, un côté enseignante-chercheuse dans les labos, on voit donc ma recherche porte sur l'hybridation entre l'IA et ce qu'on a l'habitude de faire plutôt physique. Et les industriels viennent nous voir en général et ils ont des grosses demandes côté IA parce qu'ils sentent que c'est quelque chose qui bouge. Par contre, quand ils recrutent des data scientists purs, ils ont des soucis puisqu'ils n'ont pas l'expertise métier ingénieur et donc ça met du temps à créer cette relation et cette connexion. Et donc, l'idée de ce programme, c'est plutôt que de faire des data scientists qui vont vers l'expertise, c'est de prendre des experts, donc vous, en sortie d'école d'ingénieur, et de leur amener l'IA et la data science pour que, au bout d'un an, on ait des personnes qui soient prêtes à être embauchées sur des postes IA et data dans l'industrie. Donc, ce programme, c'est compliqué de vous rajouter cette couche-là dans les cours pendant vos 3 années à l'ENSAM parce que ça voudrait dire enlever d'autres choses. Sauf qu'on a besoin de votre expertise en méca, en procédé, en génie indus, en génie électrique. On a besoin de cette expertise-là. Donc l'idée, c'est de venir faire un programme d'un an à la suite de votre troisième année qui va traiter de toute la partie digitalisation, data et IA. Donc ça, c'est vraiment d'où vient ce programme et pourquoi on l'a fait. Donc on voit bien hein, qu'il est très centré sur vos profils. Et donc, vous allez avoir deux grands pôles en termes de cours. Des cours ANSAM où on va venir renforcer la partie simulation numérique basée sur des modèles physiques, donc des choses que vous avez commencé à voir dans le programme Grandes Écoles, mais qu'on va venir renforcer. Une couche jumeaux numériques, réalité virtuelle, réalité augmentée,
où là, en fait, on vient travailler sur l'application dans l'industrie de l'IA et de la data. D'accord? Donc, ces cours ENSAM vont vraiment apporter cette partie ancrée dans l'industrie et comment l'industrie s'est emparée de l'IA et la déploie opérationnellement. De l'autre côté, on a les cours des STI. Je te laisse peut-être la parole, parce que tu maîtrises mieux que moi, Sébastien. Les cours, ouais, tu les connais, mais les cours des STI donc, sont les méthodologies qui relèvent à la fois, enfin, de manière combinée, des mathématiques appliquées spécifiques à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, même si j'ai personnellement toujours trouvé que c'était un terme un peu pompeux, puisqu'au final ce sont des maths appliquées. Donc on est dans des domaines que des élèves ingénieurs de l'ENSAM connaissent bien, hein. On est dans l'algèbre linéaire, dans l'intégration et la différenciation. On est dans peut-être la partie qu'il faut assez souvent renforcer, la partie probabilité et statistique, un petit peu de complexe géométrie pour les éléments de projection, mais des outils mathématiques qui vous sont fondamentalement, en général, plutôt bien connus et qui sont instillés dans les différentes techniques, que ce soit l'analyse statistique un peu plus, je dirais, classique, descriptive ou pour faire de la prédiction de valeur, l'analyse en série temporelle. Donc tout ça, par exemple, ce sont des branches qui relèvent de probabilistes et statistiques. Et puis, il y a la fameuse branche des réseaux de neurones, qu'ils soient classiques ou profonds, et qui elle est aussi à la fois des mathématiques, ce sont de l'optimisation continue, hein, donc se trouver les extrémas d'une fonction, fondamentalement dans leur cœur de fonctionnement, et derrière un assemblage informatique astucieux souvent, qui n'est pour le coup pas vraiment de la science, mais qui a un savoir-faire d'ingénierie informatique, et ça me permet de faire le lien avec les autres cours, puisque dans la partie des STI, vous retrouvez évidemment à la fois les mathématiques appliquées de l'IA, toujours avec une implémentation informatique, hein. Bien sûr, ce ne sont pas des cours de maths purs, hein, comme dans une université, mais et aussi la partie vraiment de l'outillage informatique, donc ce qu'on appelle l'ingénierie de la donnée. Donc à la fois la préparation, enfin, l'outillage informatique qui permet la préparation des jeux de données, qui permet la mise à l'échelle dans un système d'information des algorithmes et donc des modèles d'intelligence artificielle, et la consommation de tout ça au travers des pipelines de données. Donc là, on retrouve la manipulation des bases de données. C'est la partie infrastructure aussi qui est extrêmement importante, notamment en cloud computing et sur l'infrastructure informatique aussi, par exemple, présente sur un floor de production, ce qu'on appelle le edge computing, donc, qui est sur site. Évidemment, tout ça, ça ne pourrait pas faire sens sans avoir un minimum d'éléments de cybersécurité, puisqu'on parle de systèmes connectés et semi-ouverts, qui en général ont des portes d'entrée et de sortie aussi sur l'Internet public, évidemment, donc il y a des éléments de cyber là-dedans. Emmanuel pourra peut-être en parler aussi de son expérience, mais moi ce que je voudrais vous partager, je pense à ce moment-là, au-delà du programme, c'est l'expérience que j'ai de nos différentes populations d'élèves qu'on a vu passer pendant ces quasi 10 dernières années à des STI, et notamment un certain nombre d'anciens élèves, donc des diplômés des arts et métiers, ou des écoles à caractère similaire. Il faut savoir que l'autre cofondateur de DSTI et mon président est un ancien GADS lui-même, donc c'est pour ça aussi qu'on a des relations particulières. Quand on a ouvert DSTI, quand on a préparé le projet, qu'on l'a ouvert, on l'avait conçu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, comme une école de spé post-ingénieur, mais pour des personnes qui avaient déjà 30, 35, voire parfois plus, et qui souhaitaient prendre une spécialisation qui évidemment n'existait pas pendant leurs études, comme qui est tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas la place, parce que ces sujets-là n'étaient pas forcément traités, et qui venaient et continuent à venir pour un complément
et pour pouvoir continuer de faire évoluer leur carrière. Faire ça à 30 ans, à 35, voire à 40, c'est très honorable, mais c'est pas du tout la même chose que de le faire comme vous, qui, dans la salle de réunion virtuelle, qui sont encore dans leurs études et qui n'ont pas encore toutes les responsabilités de la vie que vous allez avoir dans quelques années, c'est-à-dire d'un logement, d'une famille, etc., et de toutes les contraintes qui vont avec. Et cette spécialisation, il vaut mieux la faire relativement tôt, quitte à en faire d'autres après dans la vie. Mais aujourd'hui, une formation d'un ingénieur généraliste de l'industrie, comme on disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires à être transmises. Et les notions de spécialisation, il n'y a tout simplement pas la place et pas le temps. Et vous avez plein de choix quand vous sortez de l'ENSAM pour vous spécialiser. Il y a évidemment le choix de l'école de commerce, et je me permets, puisque j'y ai également enseigné, de vous dire 2 mots là-dessus, et comme je suis dirigeant maintenant, ça ne s'apprend pas à l'école. Enfin, ça s'apprend à l'école une fois que vous avez mis les pieds dans une entreprise, que vous avez 5, 6, 7 ans d'expérience, que vous avez contribué à des projets, que vous avez pris un certain nombre de responsabilités, travaillé avec des collègues dans des groupes, dans des projets, puis dans des programmes, etc. Et que là, à ce moment-là, ça fait sens pour le coup, quand on a 30-35 ans, de dire, tiens, je veux faire un MBA parce que je veux apprendre des choses un peu plus formelles d'un point de vue de la gestion de l'entreprise. Mais à 24 ans, ou 23 ou 24 ans, ça n'a pas de sens. Donc, quand vous choisissez de faire une spé, je vous conseille de choisir une spé d'ingénieur, que ce soit celle qu'on vous présente aujourd'hui ou les autres options que vous présente l'ENSAM et toutes ces écoles partenaires. Mais faites une spé d'ingénieur parce que les entreprises ont besoin d'ingénieurs spécialisés. Je m'arrête là parce que je parle trop, donc je te laisse. Non, non, mais je pense que c'est intéressant au-delà de la présentation du programme, ça vous permet un petit peu euh, de, de- d'avoir aussi des avis sur vos poursuites d'études. Donc pour continuer sur cette question de pourquoi ce programme, je pense que vous êtes tous en entreprise, puisque vous êtes a priori tous en SFE. Vous devez voir que dans l'industrie, il y a plein de questions autour de de ces nouvelles technos. Il y a les gros mots-clés, Big Data, Smart Data, jumeaux numériques, RARV, IA. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, c'est un peu l'idée de ce programme, et ce programme n'est pas complètement hors sol. Je veux bien que tu changes de slide. Pardon. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, derrière, on a la partie contrat d'apprentissage. Donc voilà, donc le programme est fait en apprentissage, c'est-à-dire que vous serez en contrat avec une entreprise. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas hors sol, c'est que vous rentrez dans le monde du travail quand même, parce que on considère que c'est quand même important quand on parle de toutes ces notions-là, que vous soyez sur le terrain et que vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière. On entend souvent parler d'IA, Google, etc. Il y a plein de données, il se passe plein de choses, ça va très vite. Quand vous allez vous retrouver, alors, dans des grands groupes, ça va encore, mais dans des PMI, PME, ETI qui veulent aller sur l'IA, vous allez voir que avant de déployer une IA, il y a plein d'autres questions à se poser. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est là où vous, en tant qu'ingénieur, vous allez pouvoir accompagner les entreprises sur ce déploiement pour pas qu'elles soient mises sur le côté. Et donc voilà, donc ce sera une alternance avec alors alternance ou pour les plus de 30 ans, contrat de professionnalisation. Mhm. C'est juste une question d'âge. Après, dans les faits, c'est que vous allez être en entreprise pendant votre formation. Ça va être, a priori, tel qu'est fait le planning, des périodes de 3 semaines entreprise, 3 semaines à l'école, en gros. Et une autre particularité de la formation, c'est qu'elle est complètement en hybride sur 90% des enseignements. C'est-à-dire qu'il y a différents campus sur lesquels vous pourrez vous retrouver. Il y a deux campus ENSAM, a priori, qui sont Bordeaux et Paris. Un campus à Sophia Antipolis. Et vous pouvez, si votre alternance elle est à Lille, vous pouvez suivre tous les cours en distanciel. Il y aura juste quelques périodes de 3 ou 4 jours. Donc 2 ou 3 périodes de 3 ou 4 jours qui seront bloquées
et où, merci. Et où vous aurez à venir soit sur le campus de Bordeaux, soit a priori sur le campus de Laval pour tout ce qui est RARV. Je ne sais pas si vous connaissez le campus de Laval spécialisé dans tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, qui accueille le Laval Virtual, qui est un grand salon sur la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc voilà, il va y avoir comme ça des toutes petites périodes où vous serez amené à bouger, mais vous pouvez faire cette formation d'où vous voulez. Formation majoritairement en anglais, même si des cours pourront être faits en français. Et donc, derrière, les objectifs métiers, comme on vous disait, hein, vous resterez des ingénieurs, mais avec une spécialisation et une coloration data scientist, data analyst, spécialisé industrie. A priori, c'est pas avec ce bagage-là que vous pourrez aller taper dans une banque pour dire que vous allez devenir data scientist dans cette banque, puisque là, ça a beau être le même nom de métier, derrière, c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, on pourrait pas faire ce transfert aussi facilement, mais par contre, dans les industries, hein, comme on le dit, il n'y aura pas de souci. Et en plus, être data scientist dans une banque, c'est pas particulièrement intellectuellement très, très excitant. Le, l'intérêt d'appliquer de l'IA à l'industrie, c'est en fait, c'est finalement, c'est le cœur du programme, si je repasse 2 secondes. C'est ici, puisque vous entendez tous parler maintenant d'IA générative, de réseaux de neurones, etc. Fondamentalement, on pourrait résumer l'IA à apprendre un modèle exclusivement au travers des données. Et clairement, ça marche. Ça marche très bien avec l'IA générative. Ça marche très bien avec la retranscription, donc le traitement du langage naturel, la vision assistée par ordinateur. Ça marche très bien. Mais il faut bien se rendre compte que l'algorithmie qui exécute tout ça, même si on l'appelle intelligence artificielle, n'a zéro compréhension des données qui sont traitées. Apprendre un modèle par les données lorsque vous avez des applications physiques de l'industrie, c'est assez souvent un peu stupide, puisque vous utilisez, et en plus ça a un impact, ce qui j'espère pour vos générations sera beaucoup plus importante que pour les nôtres, ça a un impact énergétique et donc climatique qui est loin d'être négligeable. Si vous vous renseignez sur la consommation énergétique pour faire tourner ChatGPT, par exemple, ça peut faire froid dans le dos. Apprendre des modèles au travers de données lorsque votre système comprend tout ou partie des lois bien connues de la physique, c'est pas très malin. Et notamment d'un point de vue climatique, d'un point de vue énergétique et climatique. Et c'est ce qui rend aussi les applications industrielles de l'IA extrêmement intéressantes, au regard, je dirais, des techniques standards qu'on peut appliquer, par exemple, dans une banque ou une compagnie d'assurance. C'est plus compliqué dans l'industrie, d'ailleurs, mais c'est intellectuellement plus stimulant. Et c'est ça aussi qui fait que tous ces profils d'application sont aujourd'hui terriblement recherchés par les industriels. Et en fait, le seul problème qu'on a, Emmanuel et moi, c'est que, et c'est la stricte vérité, c'est qu'on a bien plus d'industriels qui attendent des élèves dans ce programme et qui sont prêts à recruter que ce qu'il y a aujourd'hui d'élèves disponibles à choisir cette spécialité. Des jobs, il y en a pléthore, parce que l'industrie a besoin d'ingé type NSAM spécialisé sur ces sujets-là. Je te laisse. Alors là, comment veux-tu que je conclue mieux? Ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on parle, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Ok. Bonjour à tous. J'avais une question donc, sur les entreprises. Est-ce que vous avez déjà des entreprises avec qui vous travaillez et qui sont intéressées par ce post-graduate, qui proposent des alternances
etc. Je te Oui, laisse démarrer alors parce que tu as tout ton tissu aussi le local à oui, bord de talent. que je vais vendre. Ouais. Non, non, oui, il y a pas mal d'industries qui attendent sur ce programme-là. Aujourd'hui, quand ils sortent des annonces d'alternance, euh, on est sur de la spécialisation et ils n'osent pas encore sortir des profils, moi pour ceux avec qui j'ai discuté, hein, des profils justement IA ingénieurs très poussés parce que ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont récupérer. Ils récupèrent beaucoup de data scientists pas ingénieurs, donc Mm. sur les offres qui sortent, on les voit pas. Par contre, on sait chez qui aller taper en leur disant, voilà, on a une alternance à vous proposer avec ce type de profil et on sait que il y a du besoin et on sait qu'il va y avoir une réponse positive derrière. Les gros centres, ils sont Mm. connus, hein, c'est la géographie économique de la France. Il y a la zone où est géographiquement situé Emmanuel. Enfin, tout le monde sait très Ouais, bien quelles sont les industries qui sont là-bas, hein. C'est l'aéronautique, l'aérospatiale. Les batteries aussi, d'ailleurs, de ACC. véhicules électriques aussi, aujourd'hui. Dans tout le quart, on va dire, sud-ouest, hein, de la Mm. France. Vous avez toute la... Elle existe toujours, il ne faut pas l'oublier, il y a toute l'industrie des télécoms en Bretagne. Il y a toute la partie industrie manufacturière nord-nord-est de la France, hein, l'automobile, etc. Pareil, ils cherchent énormément, hein. Vous avez toute la région Rhône-Alpes, enfin, disons la vallée du Rhône. Rhône-Alpes jusqu'à enfin, les Bouches-du-Rhône, hein, Aix-Marseille, etc. Donc, Rocopter, énergie, chimie, etc. Euh, et puis, alors, il y a Paris, bien sûr, évidemment, puisque les sièges d'entreprises sont là et que souvent ces métiers sont des métiers de siège. Mais moi, j'ai un peu le sentiment que ce sont aussi des métiers, là, pour le coup, qui se préparent au plus proche un peu plus proche de la production, peut-être, ou du bureau d'études. Alors là, le bureau d'études, c'est un autre sujet, mais peut-être un peu plus proche de la prod que l'habitude systématique des métiers de siège. Mais là, je te laisse peut-être. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, en fait, il faut être opérationnel. Ouais. Là, on est sur, voilà, quand on va aller, on va pas être, comme tu dis, sur le siège, on va être sur la ligne, enfin, il va y avoir des questions d'optimisation de production, il va y avoir des questions de maintenance prédictive, beaucoup. Il va y avoir toutes ces questions-là, et pour répondre à cette question-là, il faut de la donnée, il faut être proche de l'expertise, il faut être proche du métier, et donc forcément, on va être plutôt sur ce type de métier-là. Après, la question, donc il y a la géographie, il y a le type de groupe. Aujourd'hui, les grands groupes sont très friands parce que, alors je ne sais pas si dire en avance, mais en tout cas, ils l'ont beaucoup vendu et donc aujourd'hui, ils ont besoin de gens qui font ce que les chefs ont vendu. Et aujourd'hui, ben, déployer un jumeau numérique avec de l'IA derrière, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui l'ont fait et moi, j'en connais très très peu, hein. Il y en a beaucoup qui ont de vie. Il y en a peu qu'on fait. Donc sur les grands groupes, c'est sûr qu'il y a de la demande. Mais voilà, après, si on veut travailler sur du plus petit, là aussi, il y a des vraies questions qui se posent et il y a des vrais enjeux à ce niveau-là. Ouais, vas-y. Enfin, vous les connaissez tous, les boîtes. Alors, nous, déjà, on n'a pas l'âge de l'ENSAM, euh, mais on a un réseau d'environ 600 entreprises qui nous connaissent bien et qui prennent des diplômés. Et là-dedans, il y a, je dirais, un gros tiers d'industriels. Après, vous savez, quoi, c'est Airbus, Schneider, Siemens, Assystem. Enfin, on a un certain nombre de partenaires d'ailleurs qui sont des partenaires communs aux deux écoles, voire parfois même des mécènes. Je pense notamment à Siemens et à Assystem. Mais il n'y a pas de surprise, quoi. Dassault, Safran. Voilà, ça c'est les grands que tout le monde connaît et dont vous devez tous savoir qu'ils sont globalement, sans compter après toute l'automobile française, hein, que ce soit Renault ou Stellantis, qui sont tous des partenaires historiques des arts et métiers. Donc voilà. Après, il y a aussi un tissu je dirais, de grosses PME, plutôt ME et ETI, parce qu'il y a aussi une question, c'est que bah, vous coûtez cher, hein, quand vous êtes diplômé entre un diplôme d'ingénieur plus une spécialisation, c'est des salaires qui sont quand même relativement intéressants.
Donc une petite entreprise aura forcément du mal à se payer voilà, ce niveau de compétences. Mais moi, je me rappelle très clairement, par exemple, d'un de nos anciens qui était alors désolé, c'était un centralien, mais il s'est retrouvé dans une grosse moyenne entreprise en Rhône-Alpes qui fait la production froid-chaud industriel pour de la prod. La boîte voulait faire des éléments de maintenance prédictive, etc. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est là où vous ne faites pas des réseaux de neurones bêtement, parce que il y a des lois, il y a la thermo, il y a des choses qu'on connaît déjà, et donc il faut procéder à des systèmes d'hybridation de modèles qui sont intellectuellement et pour un ingénieur extrêmement sympas à faire, qui permettent réellement d'obtenir un résultat concret d'un point de vue ingénierie des processus, retour sur investissement, etc., et maintenance prédictive, etc. Je vais répondre à la question qui a été posée sur le chat. L'alternance est remplaçable par une thèse? Alors, a priori, non, puisque là, l'alternance est sur 1 an. Oui. Une thèse, c'est 3, et les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Là, a priori, sur l'alternance, vous allez être sur un vrai cas concret, très opérationnel, avec voilà, question du déploiement. Et l'idée, ça va être, à partir de ce que vous allez apprendre, vous poser toutes les questions et amener l'entreprise à se poser toutes ces questions sur le déploiement d'une IA, sur les possibilités, sur l'instrumentation si jamais il en manque, etc., etc. Une thèse, on est plus sur de la méthodo à ce niveau-là. Alors, il y a des thèses, vous pouvez aller sur les sites des différents labos, il y a des thèses sur ces questions, sur l'hybridation des modèles, voilà, il y a différents labos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous renvoyer des sujets et des groupes de chercheurs qui travaillent sur ça. Mais voilà, on n'est pas dans le même... et même une thèse industrielle, c'est-à-dire une thèse CIFRE, il n'y a pas d'obligation de résultat et on va être sur un niveau beaucoup plus haut que ce qu'a priori on va faire en alternance, c'est-à-dire quelque chose de plus opérationnel. On a au labo des thèses de maintenance prédictive avec des industriels. On est quand même sur des niveaux d'abstraction qui sont plus hauts que ceux qui vont être traités là dans le postgraduate. Après, j'ai vu quelquefois, parce que on peut leur dire la vérité, Emmanuel, c'est choisir de faire une thèse, c'est aussi faire une croix sur des salaires, enfin en tout cas pendant quelques années de sa vie, c'est de faire une croix sur des salaires qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Ouais, là, ça y est, tu viens de tuer toute notre démarche pour essayer de recruter des doctorants. On n'en a plus. Oui, en effet, en termes de salaire, c'est pas les mêmes, clairement. Clairement, vous gagnerez plus temporairement, en étant c'est-à-dire c'est un investissement personnel d'un certain nombre d'années pour un futur dans l'industrie Mais ce que je voulais vous partager, c'est que moi j'ai eu notamment une étudiante, alors je peux pas vous dire exactement ce qu'elle a fait parce que d'ailleurs c'était à huis clos, mais qui était un G, qui a fait des STI en SP, qui a fait son stage, puisqu'elle était en mode d'études traditionnelles, qui a fait son stage chez Airbus à Toulouse, alors sans briser la confidentialité, sur essayer d'appliquer une autre méthode par l'IA pour trouver la véritable capacité de fourniture électrique d'un Airbus, en termes d'accessoires. Je peux brancher port USB, l'entertainment system, etc. etc. Donc elle a parfaitement réussi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des avions maintenant qui sont un peu plus équipés qu'avant. Et ça a conclu derrière sur une thèse CIFRE. C'est une bonne façon. Et là, la question de la rémunération, elle n'est pas forcément vraie. Parce que quand vous avez démarré sur un sujet, vous avez fait un stage, une alternance, peu importe, vous avez commencé à prouver souvent un grand groupe que vous savez faire quelque chose d'intéressant et qu'il y a une piste, et que du coup le groupe veut financer une thèse, là on n'est pas du tout sur les mêmes sujets et les questions de rémunération. Ça change complètement la vie.
Donc ça peut être une manière aussi astucieuse et intéressante de démarrer une démarche de recherche. Surtout dans les grands groupes où ils sont plus à même derrière de continuer sur de la R&D et de la recherche sur ces questions-là. Oui, parce que le salaire en thèse, CIFRE notamment, Il est... c'est pas comme l'alternance à bac plus 5 ou avant, c'est un minimum, mais rien n'empêche l'entreprise de payer plus la personne qui fait sa thèse, notamment en thèse CIFRE. Pas trop, parce qu'après, les encadrants, ils sont moins bien payés, c'est pas terrible. J'espère que ça a répondu à votre question, monsieur Kuffer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, absolument, merci. Moi, j'aurais une question sur les salaires. Qu'est-ce qu'on peut espérer à la fin comme type de salaire? Et est-ce qu'on risque d'avoir des plafonds très rapidement ou pas au niveau des salaires quand on sort de ce programme? Vous êtes déjà... le simple fait que vous soyez de très futurs diplômés de l'École nationale d'arts et métiers, enfin, sauf erreur de ma part, quand je regarde à la fois l'histoire et la réalité du moment, juste d'un diplômé ENSAM, vous en retrouvez quand même qui finissent des grands dirigeants de grands groupes. Par exemple, mon président, qui a été le directeur général adjoint du groupe Thales, qui est un ancien GADS, enfin qui est un GADS. Vous n'avez pas de... Nominalement, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas de limite, puisque vous êtes hautement employable et que vous êtes tous théoriquement promis à de très très belles carrières et avec une probabilité de chômage qui tend à zéro, quoi. La spécialisation, c'est un accélérateur. Tout simplement, c'est plutôt que de le faire encore une fois plus tard dans votre vie où c'est un peu plus compliqué, vous pouvez le faire plus tôt, mais le salaire, vous prenez le salaire que vous donne l'ENSAM, qui est ce qui est, quoi. Les chiffres étant têtus, comme on dit souvent, qui sont bons, et puis vous ajoutez une prime de spécialisation. Après, en fonction de vos talents, de 15-20%, parce que vous avez un savoir-faire que vos collègues qui n'ont pas fait de SPE ne savent pas faire, quoi. C'est ma vision, après. Ah oui, non, mais globalement, je comprends pas forcément la question de plafond, puisqu'à priori, quand vous sortez de l'ENSAM, il n'y a pas de plafond, hein. Vous pouvez... Je parle du plafond, excusez-moi, je vais peut-être détailler un peu plus ma pensée. C'est à l'ENSAM, on n'est pas très reconnu sur le côté informatique. Ouais. On est reconnu d'un point de vue industriel, ça oui. Et donc, même si on fait un programme, post-programme sur l'informatique, l'IA, la numérisation, etc., on peut quand même être en forte concurrence avec des élèves qui sortent d'écoles d'informatique. Et on peut... Enfin, moi, j'ai peur qu'on ne fasse pas le poids face à ce type d'élèves et que les groupes ou les personnes qui emploient ne valorisent pas autant ce programme par rapport à des personnes qui sortent d'école d'informatique. Ouais. Alors, juste 2 secondes, après je te laisse la parole, parce que je pense que tu as plus à dire. Juste de précision. 2 points. DSTI est une école reconnue en informatique. Donc, ça veut dire que là, avec cette spécialisation avec DSTI, vous rajoutez cette partie-là. Et deuxièmement, pour moi, vous ne serez pas en concurrence avec des gens qui sortent d'informatique puisque vous n'aurez absolument pas le même profil. Et qu'aujourd'hui, moi, les boîtes qui viennent me voir, qui ont recruté des informaticiens, elles sont pas, ça leur convient pas parce qu'elles me disent, je veux des ingénieurs qui savent faire de l'informatique. Et donc, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Ce profil-là, dans le monde du travail aujourd'hui, ils ne le trouvent pas.
Donc, vous ne serez pas en concurrence, vous amenez enfin, quelque chose de nouveau. Après, si vous voulez bosser sur du purement informatique, comme je disais, bah, peut-être que oui, en effet, il aurait peut-être même fallu dès le début faire une autre école que les arts et métiers. Par contre, aujourd'hui, vous aurez avec cette spécialisation, vous aurez un profil qui est quand même atypique et particulier et très recherché. Enfin, on le redit, hein, cette spécialisation naît d'un besoin. C'est-à-dire, ça vient vraiment du fait qu'à force de voir des enfin, des industriels qui viennent voir en disant, mais nous, on voudrait enfin, un expert, un gazard, mais il faut qu'il sache aussi ça. Et ben, au bout d'un moment, on a dit, bah, on le fait, et puis comme ça, on sortira des gens qui répondent à un besoin de plus en plus grand. Je te laisse Non, compléter, non, je t'en Sébastien. prie. C'est absolument, de toute façon, euh, le fait que le programme vienne d'un besoin est, est réellement, hein, une particularité historique de l'ENSAM, de la création même de l'école des arts et métiers. C'est répondre à un besoin du marché de l'emploi et non pas parce que y a un groupe de profs qui ont une lubie sur un sujet X ou Y. Et DSTI a été créé exactement dans la même philosophie. C'est parce que le marché de l'emploi a besoin de ces profils sur tels axes et on crée les choses uniquement à l'écoute des industriels au sens très large du terme. C'est le point effectivement qu'on peut souligner, qui est commun à nos deux établissements. Je vous rappelle que je suis informaticien. Et donc, ce que je vais dire, je m'autorise à le dire sur ma propre profession. 1. L'intelligence artificielle est un sujet beaucoup trop important pour le laisser dans les mains des informaticiens, puisqu'il s'agit de mathématiques appliquées. Première des choses. C'est pour ça que, par exemple, je ne me suis jamais aventuré moi-même à vouloir devenir data scientist, parce que non pas que je ne suis pas bon en maths, mais les maths ne sont pas ma passion. Et les maths et leurs applications, hein, et notamment la physique. Euh, un, un élève qui a fait de l'IA dans une école stricto sensu informatique, c'est pas un data scientist. Parce que dans le cursus, il n'y aura jamais eu suffisamment l'aspect mathématique appliqué. Et là, pour le coup, on a besoin d'enseignants-chercheurs, des mathématiciens, pas des informaticiens, qui viennent enseigner les probabilités, les stats, l'optimisation continue. C'est par exemple le cas des STI, et c'est aussi un croisé d'ailleurs qui est très intéressant, parce que c'est un croisé qui est aux arts et métiers avec les applications à la physique. Il y a un problème de compréhension sur ce que signifie le mot informatique. Comme on n'a qu'un seul mot en français, qui est une contraction d'ailleurs d'information automatique, il y a deux composantes à ce que nous on appelle l'informatique. Il y a la computer science, la science du calcul, sur lequel vous êtes tous qualifiés de facto en ayant fait une classe préparatoire et une école d'ingénieur type ENSAM. Vous avez tous les connaissances mathématiques et applicatives des mathématiques pour faire de la science du calcul. En fait, c'est ce que vous avez fait pendant toutes vos études depuis que vous avez quitté le lycée, de la prépa à la fin de votre prochaine fin de votre troisième année. Il n'y a pas de problème. Le sujet en fait que vous évoquez, c'est l'ingénierie informatique, le computer engineering, qui n'est pas une science, qui est la seule discipline de toutes les ingénieries où il n'y a pas de règles mathématiques. Il n'y a pas des modèles physiques qui vous disent bah, ça c'est la bonne façon d'écrire le code, ça c'est la mauvaise façon. Je ne parle pas de l'algorithme, je parle effectivement de l'ingénierie informatique. Et comme il n'y a pas de science, la seule manière de faire, c'est comme jouer d'un instrument, c'est de le pratiquer. Et c'est pas parce que vous avez des jeunes qui ont fait, vous pouvez réellement me croire sur parole, que c'est pas parce que vous avez des jeunes qui ont fait une école d'info, qui savent faire de l'ingénierie informatique au sens premier du terme. C'est un problème qui n'est pas spécifiquement français, c'est un problème global dans le monde où, en général, quand on fait un cursus d'informatique, on fait de la computer science et on ne fait pas des choses comme ça. Vous prenez
vous prenez par exemple un diplômé lambda d'une école d'ingénieur en informatique, vous le mettez la personne devant des problèmes pratiques d'infrastructure pour faire tourner des algos d'IA, des grands pipelines de données, etc. Ils ne savent pas faire. Parce que ça ne fait pas partie je dirais de l'habitude académique qui favorise la partie computer science. Donc vous n'avez aucun problème là-dessus. La seule chose qu'il faut avoir, encore une fois, c'est comme qu'on en apprend un instrument de musique, bah, il faut faire, il faut tester, il faut essayer. Alors, il y a des guidelines, hein, c'est ce que, côté des STI, c'est ce qu'on vous apprend. Il y a des savoir-faire, il y a des bonnes pratiques, il y a des us et coutumes, etc. Mais par contre, on ne vous donnera jamais des équations pour que le pont ne s'effondre pas, parce qu'il n'y en a pas. Et ça, on en parle très très peu de ce sujet. C'est aussi pour ça, pour reboucler avec ce que disait Emmanuel tout à l'heure, que sur les sujets de l'IA pour l'industrie, les employeurs préfèrent un ingénieur de l'industrie qui a acquis des bases de savoir-faire informatique au sens ingénierie informatique. Ça sera toujours beaucoup mieux qu'un informaticien qui ne connaît absolument rien à l'industrie et qui en plus n'est pas très bon en IT, quoi, ce qu'on appelle en information technology. Et c'est pas juste de la théorie, hein, en pratique, ça se retrouve. Hein. Oui, ben, ça se retrouve dans une constatation qu'on est tous capables de faire. C'est que pourtant on dit qu'on a des ingénieurs en informatique, mais le niveau de qualité, puisque vous êtes tous des ingénieurs industriels, le niveau de qualité de production de l'industrie informatique est minable. Là, les logiciels, ça bug, j'ai pas besoin de faire un dessin. Le niveau de qualité est mauvais. Alors, il est mauvais pour deux raisons, parce que il n'y a pas de maths derrière ce savoir-faire, et que deux, ben, comme la formation des informaticiens est finalement un peu décalée par rapport aux besoins du marché, par exemple, dans ma vie de data engineer, j'ai eu, je crois, je peux compter sur les doigts d'une main, un problème à caractère mathématique complexe. Je dis, bon, j'ai besoin d'une feuille, d'un papier, et il faut que je pose un certain nombre de choses parce que j'ai un algorithme de recherche qui va pas bien à l'échelle, etc. Mais ça m'a dû m'arriver 5 fois dans ma vie. Dans la réalité, c'est pas ça qu'on fait. Les algos, ils sont déjà là, ils sont dans des bibliothèques, etc. On fait de l'assemblage, mais on le fait avec un savoir-faire et avec un peu d'expérience. Et je répète, c'est pas un jeune qui sort d'une école informatique qui a ce savoir-faire. Absolument pas. Ok, ça répond parfaitement à ma question. Juste par curiosité, vous avez parlé d'un besoin qui venait de la part des industriels. Vous avez quelques exemples? Enfin, c'est juste pour voir. Ah oui. Airbus. Airbus, Enfin, choisis commence les tiens, et puis après, de toute façon, on a tous les mêmes, quoi. Donc. Bah après, il y a des grands groupes. Après, plus petit, Amplitude Laser, qui est une boîte qui fait de la photonique à Pessac, pas loin d'ici, avec qui j'ai commencé il y a 3 ans à I4 Industrie, donc un séminaire sur l'industrie et l'IA. Et j'ai commencé à discuter. Il venait de recruter un data scientist. Et ben cette année, il m'a dit, ça y est, on commence à pouvoir travailler avec le data scientist. Il a acquis assez de connaissances experts pour qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, en fait, on lui filait des données, il faisait plein de trucs, mais sauf que comme il n'avait pas l'expertise, il sortait des résultats complètement aberrants. Et bon, ils l'ont gardé parce que voilà, ils se sont dit qu'il fallait investir dessus. Et voilà, 3 ans. Et là, il a dit, ça y est, on commence à avoir des choses, mais on aurait pris un ingénieur, entre guillemets, qu'on aurait formé à l'IA, parce que là, voilà, 3 ans. Cas très concret. Les autres, c'est... alors, nous, on a deux quand même... Il y a deux boîtes, enfin deux groupes en particulier qui sont communs, NSAM des STI, c'est Assystem, donc
le grand groupe de conseil historiquement dans le nucléaire, mais aussi sur d'autres problématiques, hein. Ils peuvent faire du ferroviaire, etc. Désolé, j'ai ma minette qui ne veut pas me lâcher. Je suis désolé parce que pour une fois que je travaille à la maison, évidemment, il faut qu'elle vienne. Non, ça suffit. Donc il y a Assystem, qui est un grand partenaire de l'ENSAM et un mécène, pardon, et Siemens France, un des plus grands groupes industriels européens et mondiaux, qui sont deux gros porteurs, plus il y a Airbus évidemment dans ce côté Toulouse. Et après il y a toute cette galaxie, et on en parle malheureusement. Faites des recherches sur le web. Bon, il y a Thales évidemment, Safran, Airbus, mais Airbus Défense, j'ai vu qu'ils viennent d'investir massivement en partenariat avec une boîte scandinave sur l'IA pour l'industrie, le jumeau numérique, etc. Bon, il y a tous les usual suspects, et puis il y a cette galaxie, malheureusement, qu'on ne parle pas trop en France, des grosses PME et des grosses ETI, comme tu viens, par exemple, en photonique. On a quand même encore un savoir-faire important sur ces sujets-là en France, même si on ne met pas toujours assez en valeur. Donc il y a plusieurs niveaux, mais encore une fois, ce n'est pas l'employabilité le problème, hein. La question, c'est parfois aussi plutôt où sont les jobs. Tout n'est pas à Paris, même s'il y a ce qu'il faut à Paris. Quelle est votre mobilité, etc. Il y a la question de l'anglais aussi, hein. C'est pour ça que le programme est majoritairement en anglais, parce que là, on parle de la France, parce que vous préoccupez probablement aussi de l'idée de l'alternance, etc. Mais il n'y a pas que la France. On est en Europe avec l'Allemagne, le plus grand pays industriel européen, qui, comme vous pouvez y penser, a des besoins gigantesques sur ces sujets-là, une fois que vous êtes diplômé. Donc, le monde est ouvert. L'anglais, peut-être on ne l'a pas assez souligné, mais je pense qu'en tant qu'élève ingénieur, vous le savez, l'anglais est aussi important que les mathématiques, la physique et l'informatique. C'est à pied d'égalité dans l'éventail de compétences. Merci beaucoup pour ces quelques exemples. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, jeunes gens? Oui, il y a des questions sur Madame Oku qu'il faut qu'on recontacte pour l'admission. Les dates clés du programme. Donc, sur les résultats d'admission, généralement, ça va vite. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site de l'ENSAM. Vous allez sur le site de l'ENSAM, vous pouvez vous inscrire. Quand on a les inscriptions, on fait un entretien. Alors, j'avoue que ces derniers temps, ça a été compliqué de trouver des dates avec nos emplois du temps, hein, c'est de notre faute. On fait un entretien pour voir votre parcours, voir votre motivation, voir où vous en êtes. Et puis, normalement, vous avez la réponse assez vite sur votre admission, puisque l'idée derrière, c'est de vous accompagner aussi sur la recherche de l'alternance. Donc là, il y a déjà un certain nombre de candidats qui ont été admis, à qui on a envoyé des mails, qu'on va mettre en contact avec AM Talent, enfin voilà, avec des gens qui vont permettre de suivre cette recherche d'alternance et donc leur apporter rapidement ce contrat. La rentrée est le 27 septembre, qui est un vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la Donc, journée de pré-rentrée, le 27 voilà. septembre, effectivement. 27 septembre, et normalement, on doit encore le valider, mais normalement, la formation va commencer par 3 jours à Bordeaux, enfin 2 jours et demi, pour s'immerger sur une plateforme par les jumeaux numériques. Enfin voilà, essayer de rentrer directement dans le vif du sujet, poser tous les problèmes, toutes les questions, tout, voilà. Donc voilà un petit peu pour le début et la fin le contrat dure un an, hein, d'alternance, donc pour une fin en août-septembre 2025. Ouais, absolument. Alors sachez que dans le cadre des contrats d'apprentissage, donc pour les moins de 30 ans, l'entreprise peut, c'est en aucun cas une obligation, hein, mais si ça match, les souhaits, etc., match, l'entreprise peut signer le contrat jusqu'à 3 mois avant le début des cours. Donc, ça arrive parfois parce que ils veulent par exemple faire l'intégration
du jeune en amont du début des cours. Ça peut arriver, ça nous arrive très souvent à des STI. Là, sur nos programmes à nous, quoi, pas le programme commun, je crois on a déjà peut-être une quinzaine de personnes pour la rentrée d'automne 2024 qui ont déjà signé et qui ont une phase de démarrage plus tôt et d'intégration. Alors, après, ce que je vous dis, c'est au cas par cas. Hein. C'est en fonction de vos disponibilités, de comment veut s'organiser l'entreprise, mais c'est possible. Vous pouvez signer jusqu'à 3 mois avant. Est-ce qu'il y a Je sais pas d'autres si- questions? Il reste 5-10 minutes dans la réunion. Il est évident, mais je le précise quand même. Enfin, il est évident. C'est pas forcément évident parce que l'alternance dans l'enseignement supérieur de SP, c'est nouveau en France. Euh, il n'y a pas de frais de scolarité. Les mécanismes, peu importe des contrats, hein, que ce soit des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation en fonction de l'âge, toute la mécanique derrière de financement partagé entre l'entreprise et l'État fait que, un, vous n'avez aucun frais de scolarité, deux, vous avez un salaire qui correspond à une grille. Vous pouvez négocier vos salaires aussi. Hein. Ce que je disais sur les thèses CIFRE notamment tout à l'heure, c'est aussi vrai, mais je l'ai déjà vu, hein, notamment chez des ingés de l'industrie. J'en me rappelle de quelques-uns qui avaient négocié des salaires que je qualifierais d'insolents pour, euh, pour leur contrat d'apprentissage. Ça, c'est tout à fait possible. Période en présence obligatoire, à quel moment de la formation? Donc, comme je vous ai dit, il y aura 2 jours et demi du coup, début octobre, enfin le 30 septembre 1 et 2 octobre. Et après, alors, à voir, hein, normalement, c'est calé. On sera sur du avril-mai. Avril, il est fort probable que fin avril, vous ayez 4 jours, donc comme je vous disais, à Laval, donc dans les locaux de Laval. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire à Laval. Ah, c'est très sympa à Laval, ouais. Ah, ouais, si vous voulez découvrir un peu les technos, c'est là-bas qu'il faut. Vous Ouais. pouvez discuter avec Napoléon et tout, vous allez voir, c'est magique. 5 jours à Laval et après, alors à voir, hein, si on la déplace pas cette semaine-là, il y aura une autre semaine sur Bordeaux pour justement revenir boucler sur les projets, sur les jumeaux numériques, qui est normalement début mai. Mais voilà, si ça se confirme à Laval, je la décalerai peut-être pour pas que vous ayez 2 semaines d'affilée à devoir être Laval et Bordeaux, c'est pas très pratique comme, euh, Oui. comme diagonale à faire. Oui, non, c'est pas très. Ouais, effectivement. Il y en a des beaucoup plus simples à faire que Laval-Bordeaux. Alors après, hein, la réunion va se terminer, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. D'accord? Il n'y a pas de problème, quelle que soit la question. Si vous avez des questions plus administratives, etc., voilà, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos sur le site de l'ENSAM Et les deux, si vous avez c'est en double, hein, vous pouvez et dans aussi des retrouver le détail du programme sur le site de DST, mais c'est l'ENSAM qui prend les candidatures. C'est sur le site de l'ENSAM que vous avez les inscriptions. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas parce que. Vas-y. N'hésitez pas parce que les industriels vous attendent. J'étais chez Siemens 2 semaines, oui, 2 semaines à Paris. Et en fait, le seul mot d'ordre, c'est dès que vous avez des CV ingénieurs de l'industrie qui ont été admis dans ce programme, vous nous les transmettez, c'est ce qu'on fait. Donc, parce on a aussi cette démarche. C'est-à-dire que dans toute formation en alternance, le candidat admis doit être proactif dans sa démarche. Mais vu la spécificité du programme, vu les relations industrielles que nous avons, avec l'autorisation du candidat, bien sûr, on transmet nous-mêmes aussi directement les CV aux industriels parce que ils sont désespérés de vous trouver, tout simplement. Une dernière question alors. Est-ce que les industriels seraient intéressés par des projets professionnels
on aimerait faire potentiellement, enfin, quitte à discuter longuement sur ces projets, mais si on arrive et qu'on propose un projet, est-ce qu'il serait ouvert à ce genre de choses? Il y a un pôle projet très important dans le programme, et là je te laisse peut-être, Emmanuel, en discuter. T'es mute. Quand vous parlez de projet professionnel, c'est par rapport à un parcours, par rapport à une carrière, ou c'est quelque chose que vous avez envie de développer vous-même et que vous voulez proposer à une industrie de développer chez eux? C'est pas exactement pareil. Projet plutôt professionnel, j'aurais dit. Ok, bah alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, oui, il faut le discuter avec les industriels. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre recherche d'alternance ou Oui. qu'on vous accompagne, bah, il faudra en parler et le dire pour que justement on puisse s'orienter vers des industries qui puissent répondre à ce projet professionnel. Ça fait partie des questions qu'on vous pose hein, une fois que vous êtes admis par rapport à votre recherche d'alternance. Taille de la boîte, est-ce que vous avez des envies particulières? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire? Donc voilà, ça rentre complètement dans ça, dans cette idée-là. Mais voilà, faut en parler rapidement pour que justement on puisse trouver l'entreprise qui vous accompagnera sur ce projet-là, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à envoyer des mails. Je pense que vous les avez là dans l'invitation. Vous avez nos mails. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. N'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on puisse faire une discussion. Justement, si vous avez des envies, des projets, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à en parler aussi. On fera une meilleure communication l'année prochaine vers les 3A. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler de ce programme-là parce que on a des demandes. On a des industriels qui vous attendent. Oui, absolument. Merci Bon- beaucoup. Merci, bon après-midi à tous. Bon après-midi à vous tous. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir.